double ampoule. Et celui-là, il a la particularité, ce syndrome de double ampoule, avec souvent un petit îlot central, c'est-à-dire que la surface ici est un peu plus petite, de ne pas s'exprimer tout de suite. C'est-à-dire, vous naissez avec cette malformation, puis les années passent, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça se voit chez les adolescents, pas forcément chez les enfants, bien sûr, ils n'expriment pas tout de suite, ça met du temps. Ça exprime quoi? Ça exprime une fragilité de l'oreille. Et après, vous êtes sensible à toutes les agressions de la vie courante, le bruit, les variations de pression en particulier. Donc ça, si je vous ai montré ça, c'est que il faut vraiment les regarder comme ça, et en IRM ça se voit bien, mais ça se voit encore mieux en scanner. Et la deuxième chose que vous voyez ici, oui, il y a un premier tour dans la cochlée, il y a un deuxième tour, il y a un début de troisième tour, oui, c'est cet empilement de tours. Et une des anomalies les plus fréquentes qui s'accompagne de surdité et d'acouphène, sachant que très souvent l'acouphène précède la surdité, c'est la fusion du deuxième et du troisième. Et là, on est dans le monde qu'on appelle les malformations labyrinthiques mineures. C'est pas du tout le monde que vous présentera Frédéric Dubrul ou les malformations sévères, celles de la classification de notre collègue Sénaroglus. C'est des malformations qui sont rares par rapport à ça. Ça, c'est extrêmement fréquent et c'est de la pratique clinique courante. Ce n'est pas du tout en opposition avec les malformations majeures. Mais ce que l'on sait des malformations majeures, ce sont les grandes déformations, je vous en montrerai un, et ça, c'est quasiment du quotidien. Quasiment du quotidien. Alors, à l'intérieur de cette structure, dont on a vu le relief osseux, vous voyez que Vicky Harmsworth a dessiné du labyrinthe membraneux. Vous avez ici donc le vestibule osseux avec la poche qu'on appelle l'utricule. Ici, vous avez le sacule. L'utricule, c'est la zone neurosensorielle qui est sensible aux accélérations en voiture, horizontale, et ça, c'est sensible aux accélérations en ascenseur. Et on est dans un monde, en quelque sorte, millimétrique, là. Hein. Ça se voit en IRM. Alors, ça se voit très bien en IRM. Ça, disons, on en discutera pour bien le voir à 100%, il faut des IRM qu'on va dire plutôt de haut champ, mais dans les IRM de 1,5T, si on les règle bien, on peut le voir aussi. Tout le problème est de le voir dans 100% des cas. Ensuite, vous voyez que ça, c'est pour la partie équilibration, on en parlera ce soir. Et ici, vous voyez que le labyrinthe membraneux, l'escargot dans la coquille, il est 10 fois plus petit que la coquille. Alors ça, spontanément, ça ne se voit pas. On peut utiliser, ça ne se voit pas en haute résolution T2 si on prend liquide blanc, liquide blanc. En revanche, si le signal du liquide change, soit parce qu'il est pathologique, parce qu'il y a trop de protides à cet endroit-là, soit parce qu'on injecte du produit de contraste et que les Japonais l'ont bien montré, hein, Naganawa, relayé par Arnaud Attier en Europe, l'a bien montré, on voit le gadolinium qui va rentrer dedans. Quand vous mettez du gadolinium en intraveineux dans la circulation, au bout de 4 heures, vous le retrouvez au maximum. Il rentre tout doucement dans la zone marron là qu'on appelle l'espace périlymphatique. Alors, donc je vais appuyer mon propos sur l'approche des surdités. Il y a les progressives, quand les ORL que vous êtes nous disent pathologie progressive ou la pathologie d'apparition brutale. Alors, dans les pathologies progressives, hein, quand vous avez une surdité progressive qui est présumée être sur l'oreille interne, alors chez les enfants, la dose de rayon est en vraie diminution, hein, 120 kV, 150, 200 masses, et puis chez les adultes, disons en France, on garde 140 kV, je serai un prof allemand, je viendrai de Düsseldorf, de Berlin ou de Munich, les Allemands ils mettent 120 kV parce que ils ont une culture verte de l'écologie et ils veulent avoir le moins d'irradiation possible. On a quand même une nette irradiation en moins quand on réduit franchement les masses. Et vous voyez, si j'ai mis 400 masses ici, c'est parce que sur des scanners actuels, on est encore assez haut, mais la progression se fait vers là. Hein. On tourne autour. Ce qui fait que par rapport à il y a 10 ans, les doses classiques en scanner ont été réduites de moitié.
il y a ce dont Aïna vous parlait déjà, quand vous faites un scanner, et je vous dirai un mot de Code-BIM après, quand vous faites un scanner, alors ça vraiment, je vous encourage à demander aux gens de mettre le menton sur la poitrine. Alors ça, c'est plus facile avec certaines tétières, comme la tétière Siemens, mais franchement, quand vous mettez votre rayonnement en scanner au-dessus de l'orbite, vous divisez les doses à l'œil par 10. Même, moi, si jamais on faisait un scanner d'oreille, je garantis que je me mets le menton comme ça, il ne bouge pas. Hein. Et je demande à ce qu'on m'aide. Et là, vous réduisez les doses au cristallin par 10, sans vous parler des constantes qui diminuent. Hein. Ça, c'est les... Alors franchement, si cette diapo peut avoir un impact sur vous, faire ce que beaucoup font encore. Hein. Ça, franchement, vous voyez, je vous ai mis ce sont des chiffres qu'on a obtenus sur des pièces anatomiques, on en a passé une trentaine, hein, des Louis XVI hein, qu'on met dans le scanner, et on a des doses 60 unités, et puis quand vous passez au-dessus, c'est divisé par 10, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Alors les enfants se mettent spontanément comme ça, et les adultes, plus on avance son âge, plus ils vont se mettre en hyperextension. Mais à peu près dans 97%, pourquoi je vous dis ce chiffre, les manipulateurs me notent sur chaque scanner, OK, c'est possible. Ça veut dire quoi? OK, c'est possible, je peux faire ça. Et depuis 5 ans, maintenant, j'ai une collection de hockey avec des milliers de hockey qui disent que c'est possible. Mais c'est vrai qu'on a une tétière qui est celle-là. C'est la tétière Siemens, hein, où on remonte, ils ont 4 positions sur les derniers scanners, ben vous les mettez comme ça. Si vous avez beaucoup de scanners General Electric ou Philips ou autres, il faut vraiment les encourager à faire cette tétière, c'est vraiment important. Hein. Ça vous réduit d'utiliser cette tétière. On a déjà vu hier avec Aïna que le plan est parallèle au canal semi-circulaire latéral. Alors, une fois qu'on a la boîte qui est au-dessus de l'orbite, eh bien, le manipulateur va commencer ses coupes en passant de manière parallèle au canal latéral. Alors ça, c'est vraiment important, parce que si vous voulez analyser les malformations, il faut que vous soyez dans des vraiment bons plans. Sur des scanners, quels qu'ils soient, il faut vraiment techniquer comme ça. Ce diapo Aïna vous l'a montré. Vous avez le canal latéral, c'est un dessin de Vicky d'une pièce anatomique, le canal facial et la fenêtre ovale. Vous voyez, en l'occurrence, ils ne sont pas strictement parallèles, mais franchement, si vous voulez étudier la platine en coupe plus ou moins horizontale, ben, ça ne va pas marcher. Là, ce qu'on étudie, c'est l'oreille interne. Donc vous voyez qu'il y a une physiologie du scanner qui s'adapte à la physiologie humaine. Hein. On marche, le menton légèrement incliné. Quand nous marchons tous, là, on met la base du crâne et l'oreille interne avec le canal latéral parallèle à notre progression. Ce qui fait que le manipulateur, il fait sa coupe sagittale, ça c'est une coupe sagittale avec le canal latéral qui est là. Il aura une coupe horizontale d'un certain type. Il ne faut pas qu'il oublie ensuite pour la coupe frontale, parce qu'on a axial, coronal, sagittal. Il va se mettre non seulement parallèle au canal latéral en sagittal, mais parallèle au canal latéral en coronal. Et qu'est-ce qu'il va devoir obtenir? Ça, c'est ce qu'on leur apprend à l'école. Hein. Il va devoir obtenir ça. S'il n'a pas ça, eh ben, il refait. Il ne refait pas le scanner, il refait sa reconstruction. Ça, ça, je le dis pour les ORL. Quand vous avez un scan bien fait, vous devez avoir sur le vestibule, ça c'est le vestibule qui est tout en haut, les bords vestibulaires parallèles, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le vestibule neurosensoriel, le nerf facial et ici le nerf utriculo-ampulaire. Ça, c'est du classique. Si le manipulateur a du mal à obtenir ça, s'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème morphologique. Ça, c'est vraiment l'image de base. Et les ORL que vous êtes, en majorité, dans cette salle, regardez, ça c'est le critère. Vous avez un critère, est-ce que le scanner a été bien fait? Je dois avoir la petite tache blanche, le petit anneau gris, le petit rectangle ici, et puis facial et nerf utriculo-ampulaire. C'est vraiment important. Parce que les malformations, il y en a plein, des mineurs, plein. Et quand on prend deux populations de gens qui ne sont pas comme ça mal formés et de gens qui sont comme ça bien formés et qu'on regarde des profils audiométriques, ça n'a rien à voir. Hein.
vous avez la population des pathologiques et la population des normaux que l'on retrouve en termes de surdité. Alors quand on descend, vous voyez, sur l'oreille interne, le vestibule neurosensoriel, c'est celui qui contient là du liquide interne, on a l'utricule, la petite poche qui renseigne sur les accélérations en voiture, hein, c'est 3/4, c'est de l'eau interne, et ici au contraire, ça c'est le vestibule qu'on appelle chirurgical. Pourquoi? Parce que ce vestibule, là où j'ai mon point rouge, c'est que de l'eau externe, c'est-à-dire de la périlymphe. Et c'est pour ça que quand vous opérez des autospongioses, le créateur a bien fait les choses, hein, vous mettez votre piston, il n'y a pratiquement pas de labyrinthe membraneux, il n'y a que de l'eau externe. Et c'est pour ça que les ORL, on leur a appris et on vous apprend à ne pas mettre le piston trop devant, parce que devant, s'il y a encore un peu de labyrinthe membraneux, il y a un petit bout de sacule. Et donc vous voyez ensuite, quand on quitte le labyrinthe postérieur, vous avez l'empilement des 3 tours de Cochléa ici, 1, 2, 3, et ici le tour basal. Et quand vous regardez, voilà, 1, 2, 3, regardez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce qui fait, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Vous avez le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas la séparation entre 2 et 3, eh bien il y a une malformation. C'est ce qu'on appelle, c'est la malformation cochléaire la plus fréquente. C'est ce qu'on appelle le défaut de segmentation. Et là-dedans, vous prenez tous les défauts de segmentation. Le profil audiométrique n'aura rien à voir avec les normaux. Alors vous pourriez me dire, mais comment vous le savez? On a passé une population d'audiogrammes normaux en partant des traumatisés. On prend une cinquantaine de traumatisés, ils ont tous un audiogramme, et puis vous regardez leur oreille interne. En principe, ils n'ont pas des accidents de voiture parce qu'ils sont sourds. Et s'ils n'entendent pas, c'est vrai que s'ils se font renverser par un tram, ceux-là, on les a enlevés, hein, parce qu'ils se font renverser parce qu'ils n'entendent rien. Ici, vous avez pourquoi vous parlez du cone beam? Parce que le cone beam, c'est l'avenir probablement en grande partie de l'analyse osseuse du labyrinthe. Alors, c'est un appareil qui émet de manière pulsée un rayonnement X, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous allez travailler dans les années à venir avec une machine de ce genre. Ça vaut environ 4 fois moins cher qu'un scan, et avec ça, vous pouvez faire de la base du crâne, des dents, du poignet, des chevilles. Donc, tous les gens qui font de l'ostéo-articulaire, les dames que j'ai vues hier soir, elles sont, je ne vois pas, qui font de l'ostéo-articulaire plus de l'ORL, plus d'autres choses. C'est vrai que dans des endroits comme ça, le cone beam trouve toute son illustration. Alors, pour vous montrer l'évolution du cone beam et des scanners, voilà l'imagerie du scanner Toshiba. J'ai pris un étrier, hein, c'est un topo sur les surdités de perception. Voilà le G, l'étrier c'est le modèle. Si vous voulez voir si un scanner est bien en résolution spatiale ou si un cone beam est bien, vous regardez l'étrier. Alors voilà l'étrier Toshiba d'il y a quelques années, voilà l'étrier G qui n'a pas beaucoup changé, voilà l'étrier de Philips qui est pas mal. Hein. Je regardais les étriers de Frédéric Dubrul qui est... Voilà l'étrier du Siemens en 2005, l'étrier de Siemens, vous voyez, on scanne tout ça, hein, qui est, on voit la platine bien, le noir est noir. Le cone beam de première génération, on va dire, l'étrier est bien, on a des platines à 0,3 mm, et le dernier cone beam, c'est celui-là, où le noir est devenu noir. C'était un gros problème chez Newton. Et vous voyez que là, on commence à voir l'espace du ligament annulaire. Et pour une machine qui vaut, je ne veux pas dire de prix, mais enfin qui vaut moins de 200 000 €. Alors c'est pas juste pour faire de l'oreille interne. Hein. Vous pouvez faire de l'os fin avec. Et on peut vraiment discuter si on fait l'acquisition d'un cone beam le jour où les caisses vont s'y mettre, hein, les caisses d'assurance sociale, ce qui, à mon avis, elles ne vont pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Ça permet probablement de monter le nombre d'IRM, de stabiliser, je vous le dirai à la fin, le nombre de scans, parce qu'on a plus besoin d'IRM que de scanners. Alors à partir du moment où on a des machines comme ça c'est du cone beam. Alors vous voyez, quand on regarde l'oreille interne, là où ils se sont améliorés aussi, c'est sur la capsule. Vous voyez, le blanc, on commence à voir ce qu'on ne voyait pas avant, les couches labyrinthiques, l'interne, la moyenne, l'externe. Vous voyez par exemple là, si vous regardez bien, je pense que c'est pour ça que je tiens à voir la même chose que vous et pas simplement ce que j'ai